Le jus d'orange a fait son effet sur les dés, et ça, c'est core memory, vraiment. Incroyable. Je m'appelle Mélissa, et ici on parle jeu de rôle. Mais surtout de ce que le JDR fait aux gens. De ce qu'il crée dans nos vies, des souvenirs qui restent longtemps après les sessions, et de ce que ça raconte de nos imaginaires et de nos identités. À chaque épisode, je vous présente une joueuse, un joueur, un ou une MJ, une personne passionnée, et on explore ensemble ses racines. Alors que vous soyez plutôt médiéval fantastique, vampire, space opéra, steampunk ou chaton tout mignon, installez-vous bien confortablement. Le feu crépite déjà et les histoires commencent. Bienvenue dans le feu des racines. Et aujourd'hui, pour parler JDR, j'accueille Dax. Salut Dax. Salut. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va super, et toi ? Écoute, super contente de passer ce moment avec toi. De même, plaisir partagé. Tu es le créateur et le MJ d'un super actual play qui s'appelle 1001 campagnes. Donc on est là pour parler jeu de rôle, on est là pour parler JDR. Et ma première question, ce serait de te demander, pour toi le jeu de rôle, ça consiste en quoi ? Déjà pour moi, c'est une source de créativité presque infinie, parce que ça m'a permis en fait d'améliorer mon écriture et de pouvoir proposer toutes les idées que j'ai en tête, vouloir les mettre du coup sur papier pour ensuite les interpréter avec mes joueurs. Voilà, pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu une libération, c'est un peu une porte de sortie. Alors, je vais pas commencer à faire un truc très dramatique, mais pour moi, c'est une porte de sortie, c'est un échappatoire, c'est ça pour moi le jeu de rôle. En plus d'être un passe-temps, c'est plus qu'une passion. Ouais. J'aime beaucoup ta notion de porte de sortie et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant le temps où on est ensemble. Je vais revenir un petit peu en arrière, on va revenir aux sources des origines de ton histoire avec le jeu de rôle. Ça commence quand et comment pour toi ? Alors, le jeu de rôle, ça commence si on devait vraiment être pointilleux, ça commence peut-être à l'enfance, où tu sais, on va être avec des copains dans la cour de récré, puis on va dire « Ah moi je joue Link de Zelda, moi je joue Ganondorf, et puis on se tape dessus. » Voilà, je pense que ça commence comme ça, entre gros guillemets. Mais le jeu de rôle papier avec un crayon, un morceau de papier et des dés, ça commence au lycée, à l'internat précisément. J'enverrai du coup cette interview à la personne en question. Je salue Cyril, un très grand ami à moi, un de mes meilleurs amis, qui m'a initié au jeu de rôle dans son propre univers. Donc on a commencé là-dessus. Il y avait un mélange de races et tout. Au début, c'était un petit peu fouillis, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et lui, derrière, a continué à peaufiner son histoire, à créer vraiment quelque chose d'unique, qui n'existe pas ailleurs. Et nous, par contre, c'était au lycée, on faisait... on avait un Minotaure avec 2 d'intelligence. Moi, j'étais un Tieflin qui faisait un peu le Dark Sasuke. C'était mes refs à l'époque. Je connaissais pas Donjons et Dragons, je connaissais rien du tout. La seule fantaisie que j'avais, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et encore, pour moi, c'était trop niche encore à l'époque. Le lycée, c'était à 20 ans. Ouais, non, ça a commencé à ce niveau-là. Des petites sessions le soir à l'internat. Alors en plus, ce qui était trop drôle, c'est qu'on avait notre surveillant d'internat qui était MJ depuis 40 ans. Génial. Incroyable, il nous racontait de ses histoires, mais c'était génial. Et lui, il faisait du jeu de rôle avec sa famille depuis que ses gamins sont tout petits. Donc maintenant, ces gamins, en fait, ils ont 30-40 ans, ils font leur vie et tout, ils sont parents eux aussi. Et ils continuent à faire les campagnes quand c'est les vacances, les petits-enfants, ils viennent et tout. Il nous racontait ça, mais c'était génial. Et moi, j'hallucinais, je suis « Ah ouais, c'est ça le jeu de rôle, ok, c'est trop bien. Moi, je me projette, j'aimerais trop faire ce genre de personnage, ce genre... » Et c'est là que ça a commencé. C'était le déclic. C'est le déclic. Alors, c'était encore tout petit par rapport à maintenant, mais c'est le déclic. Extraordinaire. J'avais envie de partir dans plein de directions. Ok, donc au lycée, on a Cyril qui invente un univers, un système de jeu. Donc là, à ce moment-là, toi, t'es joueur. Ouais. Tu sautes les 2 pieds dedans, tu te dis, c'est génial. Ça se poursuit avec le surveillant. Du coup, entre ton enfance ou ta petite enfance, avec un petit peu ces jeux d'imagination et le lycée, comment est-ce que tu as nourri ton imaginaire entre-temps ? Est-ce que justement, il y avait des jeux vidéo, des livres qui t'ont beaucoup parlé ? À quoi ça ressemblait quand tu étais petit ? Beaucoup de jeux vidéo, oui. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. J'ai grandi avec ma maman qui était célibataire. Et pour elle qui travaillait, ton fils, tu vas pas le laisser comme ça. Donc il y a du coloriage, tout ça, etc. Et une Game Boy. Donc ça commence avec la Game Boy. S'ensuit la PlayStation, s'ensuit la Nintendo DS, tout ça, de fil en aiguille. Au début, c'est une addiction. À dire, c'est trop bien, j'adore. Je sauvegarde pas mes parties parce que je sais pas comment on fait, donc je recommence le même jeu en boucle. Wario Land 3, que j'ai dû recommencer un nombre incalculable de fois parce que je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder.
T'es persévérant. C'est ça, exactement. En fait, je me suis construit autour du jeu vidéo, je me suis construit vraiment autour de ça. Quand j'étais enfant, je disais quand je serai grand, je vais créer des jeux vidéo. J'ai été barman pendant 10 ans, c'est faux. Mais j'avais cette envie, j'avais cette passion vraiment autour du jeu. Au niveau de la littérature, ça a été beaucoup les bandes dessinées et les mangas. Après, au collège, bandes dessinées, on avait tout. On avait du Tintin, j'avais du Black et Mortimer, je disais ça, j'avais 10 ans, je comprenais absolument rien. Et il y a eu, alors un manga en particulier, c'est Dofus, que je collectionne depuis le début. J'ai découvert le manga et ensuite j'ai dit « Ah mais c'est un jeu vidéo !» Dofus. Dofus, Wakfu, Ankama, j'ai fait un tunnel là-dessus pendant 10 ans. Tout mon collège et début lycée, ça a été ça. Et je regrette pas parce que c'est génial comme univers. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer. Je suis pas dans le genre à faire des fanfics, mais je faisais mes petites bandes dessinées, tu sais, sur une page A4 en mode, voilà, je faisais mes petites histoires, je faisais mes petits persos. Mon personnage qui était niveau 100 sur Dofus, il avait son histoire que je dessinais, des trucs comme ça. Donc ça a nourri quand même l'imaginaire derrière. J'aime t'imaginer enfant, ado, en train de dessiner peut-être sur un cahier avec des carreaux, mais on s'en fiche pour donner une continuité à l'univers. Moi, je suis un petit peu noob parfois et un peu inculte. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, Dofus, ça ressemble à quoi ? C'est, on va dire, de la low fantasy. On est entre l'héroïque et le low fantasy. Il y a beaucoup de références en fait au monde moderne par rapport à des blagues, enfin des jeux de mots. C'est un peu une parodie aussi de la fantasy qu'on pouvait voir avec World of Warcraft. En Kama, ils sont arrivés, ils ont dit bah nous aussi on va faire un jeu en ligne, sauf qu'on met que des refs à nous et ça fera rigoler les copains. Quand t'as une épée qui porte un nom d'organe masculin, bon voilà. La prostate ? Non, c'était pas celui-là. Non, l'autre. Ok. Presque. Mais pour moi, c'est de la fantasy. Après, ça c'est beaucoup plus. Ils ont mis un ton plus sérieux avec Wakfu, avec la série animée, dont je suis très fan aussi. En fait, c'est un univers à lui tout seul. C'est un genre, je pense, à lui tout seul. Maintenant, Dofus, c'est dans le genre Dofus, et voilà, de genre fantasy avec un petit peu de technologie, mais vraiment très light. On peut pas comparer un Donjons et Dragons, et on peut pas non plus le comparer à un World of Warcraft. C'est ça vraiment son propre truc maintenant. Pour continuer dans cette lignée un petit peu des univers, qu'est-ce qui, toi, va te parler ? À quoi tu vas être sensible ? Dans, on va dire, mes années collège-lycée, j'étais beaucoup sensible à la fantasy, en général. Au lycée, j'ai découvert et j'ai lu les Sorceleurs. J'avais entendu parler du jeu, je n'avais jamais joué au jeu, mais j'ai dit, tiens, je vais me lire les bouquins. J'ai lu les 2-3 premiers, je crois, à l'époque. Génial, même si Andrew Saprowski, pour moi, c'est un peu un connard, mais c'est pas grave, ça c'est personnel. En fait, je me suis plongé dedans, donc j'ai fait, moi, la fantasy, c'est tout. Les Conan le Barbare, les Sorceleurs, je joue à Force Story aussi, vieux MMO qui date. Pour moi, c'était ça. Il y a que la fantasy c'est bien, ça nous permet de nous évader, c'est le début de la porte de sortie, du coup, justement. C'est que de la fantasy, je vois que ça. Et après est venue la fin du lycée, où là je me dis, c'est marrant les dragons, tout ça, les magiciens, si on allait voir ailleurs. Et là, l'horreur est arrivée. J'ai commencé à lire, alors pareil, hein, des écrivains très... voilà, j'ai commencé à lire H.P. Lovecraft, qui est une personnalité horrible, attention, je maintiens mes propos là-dessus, mais dont j'adore les histoires, enfin j'adore la mythologie Lovecraft. Il y a Robert Chambers aussi que j'aime beaucoup par rapport avec Le Roi en jaune, c'est un de mes livres préférés. Plein de mondes comme ça. J'ai découvert aussi Stephen King, très tard ça, mais même si bon, je connaissais ça, je connaissais La Tour Noire, je sais plus. Avec le pistolero ? Sans doute, oui, quelque chose comme ça. Et du coup, on m'avait offert L'Outsider. Je connais pas du tout. J'ai lu, j'ai fait, ok, pas mal, c'est bien, c'est ce qu'il me faut, c'est le genre d'horreur qu'il me faut, du truc complètement décalé, qui utilise le réel mais qui le brise. Ça, là, c'est ma cam. Aujourd'hui, je balance un peu entre les deux. J'ai toujours cet amour pour la fantasy, mais j'aime beaucoup revenir à l'horreur, à l'occulte. Là, ça me parle beaucoup. Ouais. De la fantasy, de l'horreur, un gros mash-up qui fait que c'est un peu ton socle aujourd'hui. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais ton premier personnage, un Dark Sasuke, tu nous racontes un peu plus ? Oui, alors bon, il a pas duré très longtemps parce qu'il est mort dans des conditions complètement stupides, mais il a quand même fait des actions incroyables. Alors je n'ai plus son nom, malheureusement, mais c'était un tieflin. Les tieflins donc de l'époque qui ont des sabots à la place des pieds, qui ont vraiment la queue de diable à l'arrière, les immenses cornes, bon ça on connaît, c'est un peu des satyres. Moi j'avais joué donc ce tieflin là, en plus la classe que du coup j'appelle Dark Sasuke pour moi c'est sorcerer en anglais, bon en gros si on fait un pacte avec une entité.
Et voilà, et on gagne des pouvoirs. Bon, moi, j'avais fait ça avec une des entités de l'univers de mon ami Cyril, qui était la déesse de la nuit. Enfin, tu vois, on est vraiment dans le cliché. Et il avait des pouvoirs liés à ça. Enfin, des trucs classiques, genre boule de feu et tout. Mais il pouvait se cacher dans l'ombre. Je crois qu'il y avait un délire. À un moment, il a sauvé un avatar de sa déesse. Et du coup, il a eu une épée, mais qui est liée à lui. Donc, il peut pas la perdre. Et je pense une de ses actions. Et alors, je suis très fier de cette action, même si beaucoup de gens m'en ont voulu à ce moment-là. On est dans des ruines de donjons. Et il y a des œufs de dragon. Main de feu sur l'œuf de dragon. Bah oui, Maxime, c'est une très bonne idée, ça. Aïe, aïe, aïe. L'œuf est clos. Oh, j'ai un petit dragon. Non, la maman est derrière toi et elle va cramer toute la ville avec toi. Toute la ville a cramé, sauf notre groupe. Je suis condamné par la Cour suprême et je suis obligé de porter entre mes deux cornes un sceau qui fait qu'à chaque fois que je croise un garde, je suis obligé de lui donner toutes mes richesses. Incroyable punition, ça je m'y attendais pas, j'étais en mode... Ok, j'aurais pu mourir, mais franchement, ça c'est encore plus drôle. Alors, quelle fin il connaît, ce personnage ? Il connaît une fin des plus stupides où un de nos joueurs jouait lui un mage et lui en fait il priait le dieu du soleil. En fonction du dieu qu'on priait, on avait un ulti. Comme dans les jeux un peu genre League of Legends, tout ça, on a un ulti. Et lui en fait il a utilisé son ulti pour se sortir d'une situation un peu périlleuse. J'étais à côté de lui, il a fait un échec critique, ce qui a tué la globalité des gens autour de lui, dont moi. Et lui, ça l'a juste foutu nu, sans équipement, plus d'armure, plus rien, et juste le livre de la quête qui était, du coup, impossible à casser dans les mains. Et il m'a regardé en mode « Ah, désolé ». Et j'étais en mode « Le perso est fini, c'est une mort ». J'étais vraiment dégoûté. Premier perso, mort au bout de, un mois de RP à peine, un mois de JDR. D'accord. Et pour cette campagne, t'as créé un autre perso, vous êtes passé aux choses derrière, comment ça s'est passé ? Non, j'ai créé un autre perso, alors là on était encore ailleurs, on arrête le Dark Sasuke, on est un peu plus sérieux. En fait il avait créé une race de personnages qui sont un peu considérés comme des nains mais géants, vraiment la morphologie d'un nain, mais qui fait 3 mètres de haut. Ok. Et j'avais ça avec un marteau et tout, vraiment le tank. J'ai dit je fais un bloc, maintenant comme ça je ne peux plus mourir d'une explosion solaire, je fais un bloc. Je suis un menhir. C'est ça. Tu l'as cité tout à l'heure, tu as parlé de Donjons et Dragons. Est-ce que je dois comprendre que c'est un de tes systèmes de jeu favoris, privilégiés ? Oui et non. En fait, je suis retombé dans Donjons et Dragons que très récemment. J'ai redécouvert Donjons et Dragons grâce à Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est sorti, gros phénomène, jeu de l'année, scénario incroyable, jeu incroyable, j'ai presque 200 heures de jeu dessus. Bref, j'ai adoré. J'avais cette image de Donjons et Dragons en mode c'est commercial, c'est Wizard of the Coast, c'est Hasbro. C'est mainstream. C'est mainstream, c'est vu, c'est revu. Et en fait, Baldur's Gate, vu comment ça a été amené, je me dis, mais il y a un potentiel en fait, on peut faire quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être mainstream, si c'est toi qui le fais, ça a peut-être une autre saveur. Je me suis replongé dans D&D avec la 5e édition. J'ai relu Manuel du joueur et puis un petit peu d'un coup Manuel de MJ pour m'imprégner bien de l'univers. Mais j'avais les grosses lignes, la Côte des épées, Faerun, Baldur's Gate, Waterdeep, tout ça. Et j'achète du coup la boîte d'initiation, qui est le point du dragon de givre, je crois. Une petite campagne de niveau 1 à 5. Et je me lance à l'écriture et à la lecture de ce bouquin. On fait une partie d'essai avec ma compagne et des amis à moi. C'est un fiasco total. C'est-à-dire Pour moi, vu qu'en fait j'avais l'habitude de masteriser des parties de Cthulhu, de Delta Green, tout ça, j'avais plus l'habitude d'une ambiance un peu plus pesante et tout. Là, je change radicalement de sujet. Il y a plus de règles par rapport au dé, donc en gros on me dit fais un jet de force, tu prends ton multiplicateur par rapport à la force, tu l'ajoutes au résultat du dé, tout le monde me regarde en mode quoi ? C'est des maths ton truc, c'est... c'est quoi ça en fait c'est... Bref, ça va pas. Mais c'est pas grave, je baisse pas les bras. Par un biais très légal, je trouve les bouquins complets sur internet. Personne peut le prouver. Absolument. Encore une fois. Et là, du coup, je me mets vraiment la lecture à fond. Je relis en mode, mais qu'est-ce que j'ai raté et tout. Ah oui, c'était ça, etc. Au fur et à mesure, en fait, je participe en tant que joueur à des parties de jeux de rôle D&D. Et là, je me dis, c'est plus facile comme ça, il faut faire comme ça. Et dans la foulée, je découvre l'actuel play Table Quest de AlphaCast, du coup en MJ Lincus. Donc je découvre Table Quest et je dis, c'est encore mieux que ce que je pensais en fait, Donjons et Dragons. On peut faire mieux, là c'est sûr, je peux faire mieux. Et pourquoi MJ ? Parce que t'as commencé en étant joueur, mais j'ai l'impression que rapidement après, ton expérience du JDR s'est beaucoup concentrée sur le rôle de maître de jeu. D'ailleurs, tu parles d'écriture, j'y reviendrai après. J'ai l'impression que t'as beaucoup investi ce rôle-là, et je dis ça avec beaucoup d'amour. J'aime les gens qui s'investissent dans un truc qui leur tient à cœur. Qu'est-ce que tu trouves dans le fait d'être la personne qui fait vivre, qui raconte les histoires avec les joueurs, plutôt que d'être la personne qui les joue ? Je pense que MJ, ça m'est un peu tombé dessus au pif.
Je vais pas mentir. Je me suis proposé, moi, en tant qu'MJ, parce que j'avais envie de tester. Je parlais de Cyril tout à l'heure. J'ai mentionné Sylvain, Brian, et puis il y a aussi notre ami Wilfried qui nous a rejoints. On est très très proches, on a fait beaucoup de JDR ensemble, c'est-à-dire qu'on allait même chez l'un pendant une semaine pour faire que du jeu de rôle. On se lève à 10h, on se couche à 4h du matin pour se relever le lendemain à midi, parce qu'on est décalé, pour se recoucher le lendemain à minuit parce qu'on est un peu fatigué. Et ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Ça, c'est génial. Ça me manque. Hein. Il y en a qui payent cher pour vivre des moments comme ça. Aujourd'hui, tu vas dans des retraites. Vous aviez fait ça avant l'heure, quoi. Alors en plus, on l'a fait dans toutes les conditions. On l'a fait donc chez un ami. Ses parents, ils partent en vacances pendant 2 semaines. À la maison pour nous, c'est génial. Ensuite, on l'a fait dans un studio de 30 mètres carrés avec 5 hommes qui sentent la sueur, les bières et les chips. C'est ridicule. Il y a une multiprise pour 5 PC. Ça n'a aucun sens. À tout moment, la multiprise, elle pouvait cramer. On n'avait plus de courant, on n'avait plus rien. Il y avait juste une plaque chauffante pour faire chauffer les pâtes. Je l'ai fait, cette expérience, et elle est incroyable. Je pense que je la referai pas dans 30 mètres carrés. Ça, c'est mes meilleures années de jeu de rôle. Et par contre, derrière, les personnages, ils défilent, les histoires aussi. C'est à force d'être joueur, de voir ces situations-là, de me dire, et si moi, en tant que MJ, moi aussi, je pouvais recréer ces situations-là, parce que je les aime, ces situations, j'ai envie de les revivre. Et du coup, MJ, vas-y, banco, je me lance. C'est tombé au pif, mais c'est un peu aussi par choix. C'est pas on me l'a imposé. Encore heureux. Oui, non, le consentement, quand même, ça reste la base de toutes les interactions humaines. Bien sûr. Ça devrait, en tout cas. Avant de parler de Mille et une campagnes, j'ai besoin de comprendre comment ça s'articule, la fin de ton lycée, la découverte de l'horreur avec Lovecraft, l'appel de Cthulhu, etc., ta découverte de D&D, et ensuite ton actuel play que tu débutes. C'est quoi les principales étapes pour en arriver à Mille et une campagnes aujourd'hui ? Je pense qu'avant tout, c'est la création de contenu sur Internet qui va débuter vers 2018 avec vraiment le début des live Twitch, tout ça. Je fais quelques best-of en ligne, enfin, c'est vraiment pour m'amuser. Et en fait, en commençant à streamer, j'avais déjà redécouvert ce goût en fait pour le jeu de rôle et du coup, je stream des parties de jeux de rôle vers 2019-2020, surtout 2020 pendant le Covid. Et les confinements. Voilà, confinement. En plus, moi, j'étais dans le milieu de la restauration, donc du coup, on n'a pas rouvert avant 2021. Je suis resté presque 1 an au chômage chez moi à me dire qu'est-ce que je fais ? Je stream. Je propose aussi du jeu de rôle en stream à des amis et je teste un peu tout. En fait, je teste mon propre univers, je teste des univers connus, je teste des missions que j'ai écrites comme ça qui durent un one-shot, vraiment le temps d'une soirée. Et ça me plaît, ça plaît aux gens. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de débloquer l'affilié, donc pas le partenariat, mais l'affilié Twitch. C'était un stream jeu de rôle, justement, où on a atteint 10-15 viewers en une seule soirée. J'étais très content. C'était un jeu de rôle typé Cthulhu, avec une enquête dans un asile. C'était un one-shot, et ça avait super bien marché. C'est là où je me suis lancé en mode... création de JDR en ligne, ça c'est intéressant, il y a un truc à faire. Mais on est encore en 2019 à ce moment-là. Donc on est très loin de Mille et une campagnes. Mais il y a les prémices, peut-être un petit quelque chose qui commence à ce moment-là. Je reprends le boulot, moins de temps pour streamer, moins de temps pour faire du jeu de rôle en live, mais du coup je continue quand même à produire ces petits one-shots, ces petites histoires d'horreur, toujours dans l'horreur, hein, vraiment je me suis vraiment basé là-dessus. Quand je suis au travail et que en fait j'ai une pause, j'ai ma petite tablette avec moi où je tape en fait mes idées d'histoire et du coup je commence à construire des petits trucs comme ça où je repose et je fais ce samedi-là pour 3 joueurs si vous voulez, qui veut jouer, etc. Les joueurs venaient. On faisait ça pendant un certain moment. Et puis la vie fait que tu as un petit peu plus de temps, tu décides de te lancer vraiment dans ce projet. J'arrête de travailler en restauration en 2024 suite à dépression suivie d'un burn-out. J'ai eu le cocktail. Ma compagne qui, elle, a un boulot, elle dit « Pendant 1 an, moi, j'étais au chômage, tu t'es occupé de moi. Maintenant, c'est à ton tour. Toi, tu peux t'arrêter là, tu peux faire une pause. Je m'occupe de toi, il n'y a pas de souci. » Incroyable move de sa part. Déjà magnifique. Tous Déjà les deux, magnifique. Le soutien, l'entraide, on aime. Exactement. On aime beaucoup. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble, voilà. Un gros bisou à Camille, bien sûr, si elle écoute. T'as parlé burn-out et t'as vraiment pas cool du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas bien ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'essaye de me remettre en forme correctement pour pouvoir du coup mieux m'accepter dans mon corps et être à l'aise. Et surtout, me réhabituer à l'extérieur, bien sûr. Est-ce que le JDR a participé de ton rétablissement, le fait d'avoir un peu des rendez-vous réguliers, d'avoir des objectifs ? Est-ce que ça a un petit peu structuré cette année dont tu as eu besoin pour te remettre un peu à flot et guérir un peu de ce que tu avais vécu de vraiment pas sympa les mois d'avant ou les années d'avant, quoi ? Carrément. Ça a participé un peu à cette reconstruction, un peu à ce... je veux pas dire nouveau moi, mais plus... qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de rester dans un métier qui est en train de me ronger de l'intérieur et qui, au fur et à mesure, à petit feu, me détruit ? Ou est-ce que j'ai envie de m'épanouir et faire quelque chose que j'aime ?
Donc je démissionne, je ne touche pas de chômage, donc on est vraiment en mode, bon, très bien, ok, on repart à zéro presque. Je reprends les lives pour me donner quand même une activité de façon, on va dire, hebdomadaire. Et à partir de octobre, me vient l'idée, là c'était après la redécouverte de Donjons et Dragons, et j'ai envie de refaire du JDR en stream, ce serait trop bien. Mais j'ai envie que ce soit une émission, j'ai pas envie que ce soit juste JDR en stream ce soir, top délire. Non, j'ai envie que ce soit un truc construit, j'ai envie que c'est un nom, j'ai envie que ce soit une émission, j'ai envie que ce soit régulier. Je cherche des noms, etc. Faut pas que c'est un nom avec le mot roll dedans parce que y en a beaucoup. Attention, hein, roll or die, roll and play, et je vous adore, On y a vous pas de aime. souci, on vous aime, hein. Mais il faut pas. Je me dis, qu'est-ce qui peut être bien? Est-ce que le mot campagne c'est utilisé? Ah non, c'est pas utilisé. En fait, j'ai pas envie de faire qu'un seul univers. J'ai envie de faire plein d'univers. Qu'est-ce qui peut rappeler une porte un peu vers plein d'univers? Ah, Mille et une nuits, Sherazade qui raconte tous les soirs une histoire au sultan. Je fais, ah, il y a un truc. Mille et une nuits, mille et une campagnes. Putain, ça sonne bien, mille et une campagnes. Et j'en parle à Camille, ma compagne, le soir même. J'ai trouvé un truc. Ça s'appelait Mille et une campagnes. On fait du JDR en stream. Je fais du montage et je le poste sur les plateformes de streaming. Elle me fait, vas-y, banco. La machine est lancée. On trouve les joueurs. On trouve le support de jeu de rôle qui est donc Donjons et Dragons 5. Je prends la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Et c'est parti, saison 1. Et comment est-ce que tu passes de toi qui expérimentes parfois tes propres systèmes, tes propres univers, au choix de jouer avec une franchise très connue que j'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui a orienté un petit peu ton choix vers une campagne un peu clé en main, même si on peut toujours évidemment mettre de soi dans une histoire qui a déjà été écrite? Je pense la peur en fait d'être trop niche par rapport à certaines personnes. Moi j'avais mon propre univers, j'avais mes références, tout ça. Lovecraft, c'est une personne qui n'est pas énormément aimée pour des raisons qui sont très logiques. En 2026, voilà, hein, c'est le monsieur, il se fait cancel très vite. Même déjà à l'époque, c'était très mal vu. Il est né chez lui, il est mort chez lui, il a rien vu du monde extérieur et il était raciste comme pas deux. C'était une personne abominable, c'est juste qu'en fait il avait un esprit délirant et qu'il a fait tout un univers qui derrière ensuite a été repris. Tout le monde dit ah c'est lui qui a écrit. Non, il a envoyé ses écrits, les mecs ils lui ont dit t'es malade, ils ont posté quelques-unes de ses histoires et c'est derrière quand ils ont retrouvé ses affaires après son décès, ils ont dit putain il a écrit des histoires sympas, on va les republier mais on va juste un peu modifier 2-3 trucs parce que c'est un peu chaud là. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime, c'est les histoires qui ont été créées, c'est la mythologie qui en découle, et c'est pour ça que j'ai créé autour de ça. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir ce truc occulte, et donc quand je lance Mille et une campagne, je vais pas dire direct, Mille et une campagne, saison 1, boum, Cthulhu. Non, on va y aller gentiment. Prenons quelque chose que les gens apprécient, que les gens connaissent. Donjons et Dragons, en plus, en fin 2024, début 2025, c'est encore plus à son apogée parce que Baldur's Gate, parce que le film Donjons et Dragons, Honor Among Thieves, qui est incroyable d'ailleurs, c'est vraiment, je pense, une des meilleures adaptations de Donjons et Dragons qu'on ait faites au cinéma. Faut pas voir les Donjons et Dragons qui passaient sur Énergie 12 à 4h du matin. Faut pas les regarder, ceux-là, ça c'est interdit. Pareil, les actuels BO autour de Donjons et Dragons, ça marche. Go, banco, Donjons et Dragons, tout le monde a envie d'y jouer, tout le monde veut en faire, moi aussi je veux en faire. C'est parti, on y va. Mille et une campagne, à quoi ça ressemble? Qui est-ce qui joue autour de la table avec toi? Donne-nous un petit peu à goûter de ta création. Alors, Mille et une campagne, c'est 3 saisons. Donc, première saison sur D&D, sur un scénario qui existe déjà, Waterdeep, le vol des dragons. J'ai modifié légèrement la fin et j'ai incorporé des éléments du passé des personnages pour que ça aille dans leur sens à eux et aussi que ça puisse rendre l'intrigue un peu plus intéressante à suivre. Je stoppe un peu après la saison 1 pour des raisons personnelles. Et ensuite vient direct la saison 2 sur Monster of the Week. Donc là, on change drastiquement d'univers et de système de jeu. Ça se joue uniquement avec 2d6 et on ajoute les stats des personnages. Très simple, du coup. Très simple, je suis très influencé par d'autres actual plays qui utilisent Monster of the Week. Je connaissais pas du tout, ça m'intéressait à moitié, j'en avais vite fait entendu parler. Oui, chasseur de monstres, pourquoi pas. Ma compagne Camille était et est toujours fan de Supernatural. Les frères Winchester qui parcourent l'Amérique pour chasser des monstres, ça me parle un peu, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé aussi, et du coup je commence à écrire là-dessus. Je vais même pas chercher un scénario qui existe déjà. Là j'ai envie d'être original, j'ai envie de faire mon propre truc. J'écris une campagne, j'écris une première essai qui me plaît pas trop, mais ça ressemble trop à Supernatural, il faut pas. Si on met vraiment les deux côte à côte, ça ressemble trop. Ça va se voir. Ça va se voir, même si la référence, elle peut être obvious et on peut jouer là-dessus, ça aurait pu être très fun aussi. Non, il me faut mon truc à moi, il faut que ça aille plus loin. Pourquoi pas une organisation secrète qui chasse les monstres et les objets magiques. Ah, là, il y a un potentiel, il y a peut-être un truc. Je m'inspire en fait un peu plus de Delta Green, l'agence gouvernementale mais qui est cachée, qui est secrète et tout, qui envoie des agents sur le terrain qui ont des connaissances un peu occultes. Cerise sur les gâteaux, je me dis je vais apporter une touche que j'ai rarement vue ailleurs. Je vais mettre les légendes arthuriennes en plein milieu.
C'est la quête d'Excalibur, mais revisitée. Chevalier de la table ronde, tout ça, ça peut être marrant. Il y a un truc à faire. Donc, on part sur Monster of the Week saison 2 qui s'appelle du coup Excalibur. C'est top, c'est génial comme saison. C'est une saison qui est très rafraîchissante pour moi. On l'a fait avec Camille, ma compagne. Elle est toujours sur toutes les campagnes pour l'instant. Et c'est trop bien. C'est trop bien en fait d'avoir sa femme avec soi pour jouer à du jeu de rôle. Voilà, je le dis, c'est génial. Il y a Mathilde, ma meilleure amie, et on a Bob. Il s'appelle pas vraiment Bob, mais tout le monde l'appelle Bob, qui est du coup mon modérateur Twitch, avec qui je suis très très ami aussi, qui nous rejoint. Il y a une quatrième personne qui nous rejoindra plus tard, donc Manon, mais elle sera là une session sur 2. C'est pas grave. Parce que moi, j'ai construit Monster of the Week pour que ce soit en fait une session, c'est une mission. Et si vous n'êtes pas là à l'émission 2, c'est pas grave. C'est une autre mission en fait. Ça, c'est chouette. Tu peux prendre en cours de route. T'as pas des fois la pression de te dire il faut que je rattrape 5-6 saisons pour comprendre où en sont les persos aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Donc on lance Monster of the Week. L'idée de scénario a l'air de plaire aux joueurs. Ça déjà, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me rassure aussi sur ce côté niche que j'avais peur de proposer au tout début. Même si c'est pas encore totalement de l'horreur à proprement parler que ce que je propose, je quand même propose un produit que j'ai créé de toutes pièces, un scénario original, avec des personnages inspirés de littérature qui existe déjà, mais amenés d'une différente manière. On est sur des persos que toi, t'as imaginé dans les grandes lignes et que t'as proposé à tes joueurs et tes joueuses, ou que tes joueurs et tes joueuses ont créé vraiment de toutes pièces selon leur goût? Ils ont créé de toutes pièces leur perso, je leur ai fait totalement confiance et ils m'ont épaté. Donc on a Camille qui avait créé sa perso un peu hippie, qui fume un petit joint comme ci comme ça, qui avait un bob sur la tête qui était possédé par un démon. C'est génial, c'est top. Qui a eu du coup son importance dans le scénario. On me donne des idées. Tu prends. Moi je mange, hein, y a pas de souci, pas de souci. On a Bob qui avait créé le personnage de Kiss, qui était un ancien chasseur de monstres et qui s'est reconverti en tant qu'enseignant et rappelé pour retravailler dans une nouvelle organisation, donc Excalibur. Et lui, il s'est inspiré du mentor de Buffy contre les vampires. Alors moi, je suis une grosse fan de Buffy contre les vampires, sache-le, voilà. Voilà, bah je peux pas dire parce que je n'ai jamais vu Buffy contre les vampires. C'est dans l'univers, c'est dans le délire, y a pas de souci. Et Mathilde, elle nous propose un truc un peu what the fuck, la réincarnation d'une déesse de la mort. Elle a été cherchée dans le folklore celtique, les liens qu'il pouvait y avoir avec les légendes arthuriennes, et tout collé. J'ai fait, c'est parfait, c'est magnifique, c'est génial. On part avec cette fine équipe de gens. En total, il y a eu 5 missions. En tout, c'est une vingtaine d'épisodes, du coup, une fois que c'est monté. Vraiment, je pense, une de mes saisons préférées. Et aussi particularité, en fait, début de la saison 2 marque aussi le début d'une collaboration avec un ami que j'ai rencontré il y a de cela maintenant 2-3 ans, qui s'appelle Lucas, de son pseudo Pépé, qui nous a fait les portraits des personnages qui sont magnifique. Il nous a rien demandé en contrepartie, il nous a pas demandé d'argent, etc. parce qu'on est amis. Le gars, il est prof de dessin, il a un portfolio de fou, il dessine super bien, j'adore son style et vraiment, pareil. Hein, s'il écoute, gros bisous à lui parce que vraiment, il nous a pondu des masterclass pour la saison 2 et la saison 3. C'est un vrai soutien parce que avoir une proposition visuelle pour soutenir l'imagination des viewers, des vieweuses, déjà ça vient habiller l'univers et c'est un vrai plus. Et quand on sait que, surtout à l'heure actuelle, c'est pas évident de vivre de son art, de ses compétences, de sa passion, c'est un vrai soutien en nature à toi qui es son ami et au projet qu'il apprécie, j'imagine, quoi. Ça me fait penser à l'IA. C'est l'occasion d'en parler parce que ça prend une place assez prépondérante, que ce soit justement dans la création de visuels, parfois dans le processus d'écriture de certains, de certaines. T'en penses quoi, toi? Même si je me doute un petit peu de la réponse. Alors, si la réponse c'était « je déteste l'IA, je ne l'utilise pas », je vais pas utiliser cette réponse-là. Pour moi, l'IA est un outil. C'est comme un épluche-légumes. En gros, ça va t'aider à éplucher ton légume, c'est super. T'as un beau légume, voilà, il est bien fait, il est poli. Mais le légume, ensuite, c'est toi qui vas le cuisiner. C'est pas l'IA qui va le faire. Pour moi, l'IA, c'est un épluche-légumes. Ça veut dire que moi, en fait, je vais écrire mon texte de A à Z. Et vu que je suis sujet à beaucoup de fautes d'orthographe parce que je ne sais pas me relire ou quoi que ce soit, ou que je tape trop vite sur mon clavier, je passe mon texte un petit peu à une IA pour m'aider à corriger, mais en aucun cas, l'IA ne m'aide à créer. La création vient uniquement de moi, de mes références, de ce que je regarde sur Internet, mais l'épluche-légumes ne m'aide pas à cuire la soupe. Pour continuer ta métaphore, je te rejoins complètement. L'épluche-légumes ne va ni faire pousser le légume, ni l'arroser, Exactement. ni le cueillir quand il sera à pleine maturité, et encore moins la sortir avec d'autres légumes pour former une super bonne ratatouille ou je sais pas quel autre plat vous aimez. Mais c'est vraiment un outil de compensation en fait. Là où on a une difficulté, on pourrait y arriver, mais ça va nous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois nous décourager. Là, c'est un outil intéressant.
C'est ça. Ouais, pour moi, ça devient problématique si tu brainstorm avec ça, si ça écrit à ta place ou si ça fait des illustrations à ta place. Exactement. Si par exemple, admettons, je prends une des missions de Monster of the Week, donc je vais avoir un speech de départ et le reste, je vais le laisser en blanc parce que pour moi, l'histoire avance avec les joueurs en fonction de leur choix. Je vais mettre des points clés à un moment qui vont arriver forcément. Si tel joueur fait ça, il va y avoir ça qui se déclenche. Comme dans un jeu vidéo, c'est codé pour, si on ouvre la porte là, hop, il y a tel ennemi qui va apparaître. Donc moi, mon gros speech, ensuite mes petites phrases en mode, s'ils font ça, 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 il se passe ça. Le reste, c'est de l'impro, c'est les joueurs qui jouent, c'est moi qui improvise. Deuxième mission de Monster of the Week, ça commence dans un musée, il y a des gens qui ont disparu et il y a des peintures qui ont disparu. Des œuvres d'art qui ont été dégradées, tout ça, trop bizarre. Mystère. Mystère. Et il y a une des œuvres en particulier où en fait le personnage au centre représente en fait un portrait d'une personne connue, sauf qu'en fait plutôt que de se tenir droit, la personne est morte au sol. Trop bizarre. Étrange. Mystère mystérieux. Étrange. Mystère mystérieux. Du coup, il trouve la raison du pourquoi du comment. Donc c'était une personne qui manipulait la peinture qui pouvait s'infiltrer dans les toiles. Excellent. Voilà, spoiler. Enfin, ça fait un moment maintenant. J'ai eu plein d'inspiration pour ça, notamment Epic Mickey. Me demande pas pourquoi. Inspiration aussi Expédition 33. C'est au moment où j'avais joué à Expédition 33, j'ai fait tiens la peinture et tout, let's go. Un petit jeu vidéo, je crois, ça, Expédition 33, hein, si je... Ouais, c'est pas non, trop connu, pas. c'est français. Et du coup, je pars là-dessus. Eux, les joueurs trouvent, ils me font, on brûle tous les tabloïds de l'éthanol. J'ai fait, j'ai pas prévu ça. Mais très bonne idée, cela dit. Ça devait se passer en mode, il y a un combat contre la chose qui est dans les tableaux. Au final, ils ont réussi à le capturer. Ils l'ont bombardé, lui, d'éthanol, donc du coup, il pouvait plus utiliser ses pouvoirs. Ils l'ont ligoté et ils l'ont questionné. Je fais, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, c'était génial, parce que c'était encore mieux. Au final, pendant 1 heure, il y a eu un interrogatoire ultra corsé entre le méchant et les agents. Et ça a donné une scène RP, mais que je pense encore aujourd'hui est qualifiée par certains joueurs de excellente. C'était trop trop bien. Alors, comment tu fais pour improviser un interrogatoire d'1 heure en full roleplay sur une scène qui n'était pas prévue ? Peut-être l'habitude. L'habitude de devoir improviser souvent des situations un peu burlesques ou un peu trop sérieuses des fois. Et en fait, j'ai mon lore qui est écrit, j'ai mon lore qui est ancré, mais les joueurs ne savent pas le lore, du coup je joue beaucoup là-dessus. Et comment j'ai fait pour improviser à ce moment-là ? Je sais pas, je pense que j'ai eu un boost d'adrénaline, en mode c'est pas ce qui était prévu, on est en direct, qu'est-ce que je fais ? Ouais vas-y je vais dire ça, c'est très bien, et c'est passé. Et oui, t'es en direct. On est en direct, mais après derrière au montage, je recoupe si besoin, bien sûr. Mais sur le coup, l'émission elle est en direct, le replay il est encore sur Twitch, les gens ils peuvent très bien aller voir et voir que je galère à ce moment-là. Mais j'ai réussi à gérer. Alors comment, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais pas le choix. La scène au final était plus impactante que si ça avait été un combat de boss. Et ça, c'est trop bien. À quoi ça ressemble quand tu prépares tes sessions ? J'entends que t'écris, est-ce que toi tu rédiges, t'es plutôt visuel, tu te fais des schémas, t'es sur papier, t'as un outil informatique ? Au tout début, avant d'écrire, c'est moi dans ma cuisine avec mon casque sur les oreilles qui écoute de la musique en train de faire la vaisselle. Et en fait, en fonction de la musique, si le son me tente bien, je vais la laisser passer. Et j'imagine en fait des scènes en fonction de la musique. C'est ce que j'adore faire. Et je me dis, la scène est pas mal, la musique est pas mal, il y a moyen de faire un truc. Ça veut dire que la musique est presque la BO de l'action que c'est en train de visualiser, quoi. C'est souvent mon cas. Sur la saison 3, là, j'écoute beaucoup un peu le métal orchestral. Donc, ça, en gros, ça veut dire des riffs, des guitares, mais derrière, t'as des voix qui portent, un peu genre BO de God of War, tout ça. Et en fait, ça m'inspire tellement. Je me dis, là, il y a une scène à faire, là, il y a un truc à faire, là, il y a un truc à écrire. Même si c'est un truc le plus débile possible, hein, j'écris, il n'y a pas de souci, je le note. Et après, derrière, je brode autour pour ensuite en faire un fil. Si les joueurs décident de faire autre chose, c'est pas grave, il y a un autre truc qui est prévu aussi. Ça commence avec de la musique, moi qui fais une activité qui n'a aucun lien avec le JDR, et ensuite moi qui me pose dans mon PC en mode alors j'ai eu cette idée, je fais beaucoup avec Obsidian, ça me suffit amplement, je prends les notes que je veux, je fais un peu comme je le sens. Saison 3, j'ai jamais autant écrit je pense pour une saison. Est-ce que tu as du mal à renoncer à ce que tu avais projeté ? Parce que moi, je suis assez visuelle et ça me parle, la manière dont tu décris un petit peu les scènes qui apparaissent et que tu imagines. Est-ce que c'est dur pour toi de renoncer à un truc que tu avais un peu projeté, alors même que tu avais la musique qui vient nourrir ça, quand les joueurs, les joueuses partent dans une autre direction, ou c'est le jeu, c'est comme ça, et ce qui arrive, c'est tout aussi, voire plus cool ? Je pense que plus la deuxième option, en mode c'est le jeu, c'est pas grave, si ça devait arriver comme ça, ça arrivera comme ça, et peut-être l'idée que j'ai eue, elle est pas forcément abandonnée, peut-être qu'elle reviendra plus tard, mais sous une autre forme.
Ouais, ça permet aussi pas de recycler parce que le terme est un peu péjoratif, mais d'utiliser à nouveau ce matériau un peu comme un matériau un peu Ouais. brut et de le remettre en valeur à un autre endroit. Puis les joueurs, les joueuses le savent pas forcément en plus que c'était ce qui était prévu, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, ils le savent, mais qu'à la fin de la saison. Donc quand on a fini la campagne, en mode « Ah, vous vous souvenez, là? C'était pas du tout prévu !» Et du coup, des fois, ils sont là en mode « Ah bon, mais merde, mais t'aurais dû nous dire. » Mais non, c'est ça la magie, en fait. Fallait pas vous le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à 1001 campagnes, là, dans les années qui viennent? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais, mettre en place ou régler ou des projets que tu aimerais pouvoir réaliser? Je pense que des choses à régler, il y en a pas parce que on va dire en soi ce qui appartient au passé au passé. En fait, c'est un peu ce qui m'a forgé sur Mille et une campagnes, que ce soit la saison 1 ou la saison 2 qui s'est mieux passée et là la saison 3 actuellement. Je pense que là moi je regarde plus vers l'avenir et du coup je me projette plus sur des collaborations, notamment avec la fabuleuse rencontre que j'ai fait, c'est le Journal des Mondes que j'ai rencontré à Octogone en octobre dernier. On est en mai, donc c'était il y a un moment. Et depuis, en fait, on a parlé, on a remarqué qu'on habitait pas loin de l'un de l'autre, etc. Et depuis, on s'est capté. On parle de plein de choses, parce que même lui, il me dit, mais mec, t'as un potentiel et tout, tu peux faire plein de trucs. Donc du coup, ça me redonne un petit peu, voilà, un petit peu de fierté, on va pas se mentir. Le JDM m'a pas mal ouvert les yeux sur le potentiel de collaboration à faire dans le jeu de rôle. Moi, je m'en étais jamais rendu compte jusque-là. Pour moi, une collaboration, c'est il y a une marque, un éditeur qui te contacte en mode ouais, fais un jeu de rôle sur notre bouquin et voilà. Et en fait, pas du tout. Il y a tellement plus. Il y a la possibilité de faire ça avec d'autres créateurs qui ont à peu près le même nombre de vues que moi. Ça, par contre, c'est ce que j'ai envie de développer. J'ai envie toujours de garder cette esthétique de 1001 campagnes, 1001 univers. On propose toujours une saison, un univers différent, un one-shot, un univers différent, etc. Par exemple, on l'a fait très récemment avec Treverden, qui est le JDR écrit par Paul de l'Entre-Figurinique. C'est un jeu de rôle à inspiration scandinave, nordique, avec beaucoup de reprises du folklore germanique. Il a fait tout un univers aussi où c'est une terre, pas juste un continent, c'est vraiment il y a une terre où c'est des vikings, c'est inspiration viking, et un peu de magie, un peu de folklore, un peu d'occulte, tout ça. Paul, que j'ai rencontré à Grenoble, ces espèces de salons où t'as tout, genre t'as des voitures, t'as des yachts et t'as à bouffer juste à côté, enfin ça n'a aucun sens. Il y avait un petit compartiment qui était réservé aux jeux de rôle, donc c'est trop bien. Paul était là en tant que maître du jeu, j'ai rencontré sa collègue ou sa compagne, je sais pas vraiment qui c'était, et dans l'ignorance la plus totale, je lui laisse une carte de visite. Quelques semaines se passent et je reçois un mail un jour en mode bonjour, je suis Paul de l'Entre-Figurinique, j'étais au salon, vous avez eu affaire à ma collègue, elle m'a parlé de vous, est-ce que vous êtes intéressé pour une collaboration? Banco? Oui, de fou! Bah oui, carrément, je suis chaud. On parle, le feeling il passe bien et tout. Il m'explique que lui, il avait déjà fait des collaborations avec une autre chaîne, etc. Qu'il est prêt à réitérer, il n'y a pas de souci. Je vais piocher un de ses scénarios sur son site, qui sont disponibles gratuitement. Il me dit, vous savez quel joueur vous voulez inviter? Je sais, là, pour l'instant, je pense que je vais prendre mes joueurs à moi. Est-ce que vous voulez vous y greffer? Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai eu le créateur du jeu de rôle avec moi en tant que joueur. Je propose du coup à Camille, comme toujours, comme d'habitude. Ta partenaire in crime de toujours. Exactement, partner in crime. Et là, je fais un petit coup de... Je vais pas dire, je vais pas faire un coup de bluff, parce que c'est pas vraiment le terme, mais je joue coup de poker, plutôt. Je propose du coup à Journal des Mondes de me rejoindre là-dessus. À notre cher narrateur. Notre cher narrateur du Journal des Mondes, et je lui dis, est-ce que ça te chauffe? Je t'invite pour un one-shot sur Twitch, et ensuite on l'adapte en épisode sur YouTube. C'est Treverden, petit jeu de rôle scandinave, tout ça. Est-ce que t'es chaud? Il me fait, mec, avec plaisir, y a pas de souci. Par contre, il me faut un 4e joueur, et donc du coup, il me propose Léo, un de ses joueurs de la campagne Léonia, de son podcast à lui. On fait ça à 4. Pour une première collaboration, j'avais un peu peur. Et au final, ça s'est super bien passé. On a passé une excellente soirée. Le one-shot devait durer 3 heures, il en a duré 5. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ça a été des blagues tout le temps. Il y avait quand même des moments sérieux. Il y a eu des moments très drôles. Tout le monde a su jouer. Le système de jeu était super simple à comprendre. Paul a eu beaucoup d'éloges là-dessus. Lui, à la fin, il était très heureux par rapport à que ce soit le live Twitch ou même derrière l'épisode monté avec les musiques, les effets sonores, les bruitages et tout. Il a beaucoup aimé ce qu'on a réussi à faire. J'ai eu de l'aide pour le coup. C'est la première fois que je me faisais aider sur un épisode par JDM. Il a fait un repeaufinage audio derrière pour que ce soit adapté pour YouTube et ensuite derrière pour du podcast.
C'était très cool aussi de l'avoir de l'aide dessus, ça faisait beaucoup de bien. Parce que c'est quand même une vidéo qui dure 4h30. Donc 4h30, une vidéo de 4 heures de montage. Non, c'est costaud. Ça prend pas 4 heures, ça prend le triple des fois. Avoir cette première collaboration de fait et qui m'a beaucoup plu au final, même si j'étais... Je sais pas en fait, peut-être ça va pas marcher, peut-être ça va flopper, pas du tout. T'avais un petit syndrome de l'imposteur qui pointait le bout de son nez ? J'ai toujours un syndrome de l'imposteur. Faut que j'arrête avec ça, ça m'énerve au plus haut point. Collectivement, arrêtons, je crois. Oui, mais c'est chiant C'est parce dur. que c'est des traumas d'enfance, tout ça, et ça ne veut pas partir, et c'est un enfer. Quand on te rabâche à longueur de journée et que t'es une merde et que t'arriveras à rien, bon bah quand t'as 28 ans, tu te dis j'ai fait de la merde, j'arriverai à rien, alors que non, pas du tout. Alors que pas du tout. Pas du tout. Donc arrêtons avec ça. Voilà, et ceux qui nous écoutent, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, le syndrome de l'imposteur, c'est pas bien. Voilà. Oui. C'était pas une grosse pression d'avoir le créateur du jeu à ta table en tant que joueur, et même je me dis, est-ce que lui, c'était pas un peu biaisé sa participation, sachant que c'est le créateur. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça, et au final, comment ça s'est déroulé ? Alors si, c'était un petit peu la pression, parce que c'est quand même son univers et tout, que je suis en train de masteriser, alors que j'ai juste lu son livre et lu le scénario. Oui, c'était un peu la pression, on va pas se mentir. En plus, vu qu'il écrit ses scénarios, il connaît la fin des scénarios. C'est ça. Il a joué en mode, il savait pas trop ce qui allait se passer. Il m'a un peu aidé à certains moments parce que les joueurs avançaient pas, donc du coup c'est lui qui a fait avancer l'intrigue. Mais en fait j'ai réussi un peu à le surprendre parce que j'ai prévu des choses qui n'étaient pas prévues dans son scénario quand même. Quelques twists qui n'étaient pas prévus, quelques moments. Donc ça l'a pas mal surpris, ça l'a pas mal intrigué. Il était très content d'ailleurs. Je lui ai demandé en fait à la fin, qu'est-ce que t'en as pensé toi, vu que t'étais joueur et pas maître du jeu. Il m'a dit en vrai c'était cool. Il m'a dit il avait passé un très bon moment, il avait beaucoup rigolé. Il y a un moment, il y a eu une incompréhension sur le nom d'un monstre, donc du coup, c'est un corbeau ou une poule, et du coup, ils ont dit « c'est un corpoule !» et c'est resté, et c'est une insulte parce que son monstre, c'est vraiment un corbeau géant, et du coup, il s'appelle le corpoule, littéralement dans la tête des personnages. Il était là en mode « putain, ça fait chier, ma mythologie, elle a été réduite à néant, là !» Mais c'est pas un peu la malédiction des MJ, ça ? Tu prépares Si, des mais boss trop si. badass et on leur trouve des surnoms pourris. Mais bien sûr que si. Je vais encore citer notre cher narrateur de Journal des Mondes, mais on fait du coup de temps en temps des petites sessions chez lui, des petits one-shots et tout, et pareil, il se fait ridiculiser ses mobs. Hein. Enfin, je veux dire, on a eu un boss dans un de ses one-shots, je crois que c'était des chevaliers un peu dragons, on les a un petit peu ridiculisés. Je suis pareil aussi avec mes joueurs. C'est moi, je prévois des boss trop badass et ils sont là en mode dis donc, elle s'appelle Ruby et Saphir parce qu'elles ont les cheveux bleus et les cheveux rouges. Je suis là en mode putain, c'était plus intéressant que ça dans ma tête, mais c'est pas grave. Ah là là. Du coup, le JDR, est-ce que c'est sérieux, c'est pour rire, c'est au milieu, c'est... C'est tout. C'est tout en même temps. C'est pour avoir des émotions, c'est pour rire, c'est pour... peut-être pour déverser sa colère aussi pour certains, dans le respect des autres, bien sûr. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Je pense que le JDR, c'est pour tout. En fait, on joue un rôle. Donc, du moment qu'on aime comme on interprète son personnage et que les autres aiment comment notre personnage est interprété, je pense que là, il n'y a pas de c'est juste pour rire ou c'est juste pour la déconnade. Non, c'est pour tout. Ça m'est déjà arrivé de chialer dans un jeu de rôle en incarnant un PNJ. Voilà, j'étais tellement à fond dans le truc que voilà, je me suis mis à pleurer pour de faux et ça a très bien marché. Hein. Tout à l'heure, tu disais que le JDR, c'était une porte de sortie. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots supplémentaires sur ce que ça te fait, les raisons pour lesquelles tu joues, comment ça te nourrit, ça te fait quoi en fait de faire du JDR ? Ouais, cette porte de sortie, en fait, moi, à chaque fois que je vais commencer une session de jeu de rôle, ou que ce soit en tant que MJ ou joueur, j'ai qu'une hâte, c'est de passer la porte pour, en fait, partir, en fait, de notre monde actuel pour le temps d'une soirée ou le temps d'une session, parce qu'on a envie un peu de fuir, pas de fuir nos responsabilités, mais on n'a pas envie, en fait, de se ressasser de tout ce qui se passe. Alors, en plus, on vit actuellement dans une époque, on va dire, géopolitiquement parlant, c'est un enfer. Enfin, si on devait penser qu'à ça, je pense qu'on serait tous dépressifs à la fin. C'est pour ça, je pense qu'il y a besoin en fait d'avoir cette porte toujours accessible pour pouvoir se donner un petit peu de baume au cœur, voilà, voyager, imaginer d'autres choses, d'autres horizons, d'autres terres, d'autres planètes. Voilà, c'est pour ça que je fais du jeu de rôle. Moi, c'est vraiment pour explorer tout ça et pour en faire profiter les autres, bien sûr, parce que un voyage tout seul, c'est jamais drôle. C'est toujours bien d'être mieux accompagné.
Est-ce que dans ce voyage que tu fais à plusieurs, il doit se passer des choses importantes et qui comptent ou ça peut être léger? J'entends par là, est-ce que on retrouve, je sais pas, des situations politiques, des enjeux, des tensions, des choses comme ça dans les histoires que tu proposes? Je pense qu'il faut une balance en fait, il faut un juste milieu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la politique parce que c'est quand même intéressant. C'était pas très politique, mais je vais encore citer Monster of the Week, donc la fin, et encore une preuve que les joueurs ont retourné le scénario qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était de taper le méchant et de sortir on est les gentils. Non, non, ils ont sauvé le méchant, parce qu'il est méchant pourquoi? C'est l'organisation Excalibur qui dit qu'il est méchant. Mais les joueurs, ils sont au milieu. Mais si on le bute, lui, qu'est-ce que ça va nous amener par rapport à Excalibur? Comment ils vont nous voir? Ils ont sauvé le méchant, ils ont aidé le méchant à se sortir de son pétrin, et ils ont été tapés Excalibur. Ils ont retourné leur veste, mais dans un bon sens, parce qu'au final, Excalibur n'a jamais été ni blanc ni noir, en fait. Ils étaient vraiment au milieu. En fait, ils étaient plus une mauvaise organisation. C'était des gens qui voulaient la paix dans le monde en tuant des milliers de monstres innocents. C'est pour le bien commun, c'est voilà. Exactement, parce qu'au fur et à mesure de la campagne aussi, j'ai montré qu'il y avait des monstres gentils. En gros, à un moment, mes joueurs, ils vont dans un bar, et en fait, le sous-sol du bar, c'est que des monstres qui viennent juste boire un coup. Et pour aller dans le monde des humains, ils mettent en fait un petit accessoire qui est un charme qui les rend humains. J'ai instauré ça, et c'est là, en fait, les joueurs, ils ont compris en mode « Ah, mais c'est pas des monstres tous assoiffés de sang et tout. Non, non, il y a des gentils dans l'histoire, dans le lot. » En jouant là-dessus, ce qu'on pense être méchant n'est pas forcément méchant. Ce pourquoi on bosse qu'on pense être gentil, est-ce qu'ils sont forcément gentils? Alors moi je dis gentil, méchant, un peu comme un gamin. Oui, là c'est pour présenter de manière schématisée, quoi. Voilà, bien sûr. Dans Donjons et Dragons aussi, je pense, c'est bien d'avoir un juste milieu. Il peut très bien y avoir on se bat contre un culte voilà, qui veut sauver une déesse ancienne. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est la politique, entre guillemets, que je peux instaurer dans un univers de jeu de rôle. Faut pas non plus faire des débats, faut pas être au Sénat non plus. Voilà, on n'en est pas là. Faut un juste milieu, je pense. Et puis il y a d'autres émissions pour ça. Je sais pas si tu connais, il y a Débat et Dragon, je crois que ça s'appelle comme ça, Studio 17. Oui, si, ça me dit quelque chose. C'est Studio 17, exactement. On a parlé vraiment de ce qui est nourrissant, les rencontres, les collaborations, les imprévus, les enjeux dans les campagnes. Est-ce que tout au long de ton expérience, le JDR, ça a toujours été rien qu'une expérience fluide et agréable, ou malgré tout, tu as pu vivre des situations pas cool, qui t'ont mis peut-être parfois en difficulté? Oui, il y en a eu, bien sûr. C'était ma première expérience, donc c'était avant que je redécouvre D&D. Première expérience Donjons et Dragons. On est vers 2016-2017. Pour le contexte, à ce moment-là, je vis à l'étranger. En fait, je suis parti pour retrouver du boulot là-bas, etc. Et pour apprendre la langue. Donc j'ai été à Londres pour ça. Et il y a un de mes amis qui m'invite, il me dit « Ah, j'ai un pote, il est maître du jeu. Ce serait cool d'avoir une quatrième personne pour un petit one-shot Donjons et Dragons. » Je fais « Ok, chouette, pourquoi pas ?» Il me parle un peu « Ouais, il s'est passé ça dans notre dernière session et tout, c'était grave cool, on a bien rigolé. » On m'envoie de quoi créer mon personnage. Alors moi, j'y comprends absolument rien parce que c'est au tout début, donc je suis un peu perdu, tout ça. Je demande un petit peu d'aide quand même, et du coup, je finis par créer un Drakeid paladin. Le gros gars avec la tête de dragon, paladin de la lumière, un peu cliché, mais très cool, très stylé. Mais on les aime bien. On les aime bien nos paladins. J'ai hâte de le jouer. Arrive le jour J, on nous envoie, il faut déloger un troll dans une caverne. Qu'à cela ne tienne. On va déloger ton troll, y a pas de souci. Petite quête, pépouze. J'arrive face au troll, on me dit, ah, on joue pas mal RP. Bon, vas-y, je la joue RP. J'arrive face au troll et je fais rends-toi, ville créature, la lumière te détruira. Enfin, tu sais, un truc dans le genre. Et là, le MJ, pas de jet de dés, rien, il fait j'en ai rien à foutre de la lumière. Et là, le troll t'écrase et tu meurs. Pardon? Comment ça, le troll m'écrase et je meurs? Il y a pas de jet de dés à faire? Il fait non, mais t'es mort. Où est le jeu dans cette scène? Quoi? Alors, ça s'est passé approximativement comme ça. Mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Il y a eu un blanc à la table. Et vraiment gênant. Mais du coup, je suis mort. Ouais, du coup, c'est au tour de l'autre, là. Quoi? Mais du coup, je suis parti. J'ai quitté l'appel Discord, j'ai fait, bon bah, salut, j'imagine. C'était quelqu'un qui était novice ou? Non, pas du tout. C'était pas du tout novice, apparemment, le gars.
Et j'ai appris quelques heures après que je sois parti, tout le monde est parti, parce que tout le monde trouvait ça juste con, alors que ça s'était pas du tout passé comme ça avant. Et apparemment, parce qu'on me connaissait pas, du coup, ils voulaient pas jouer avec moi. Je sais, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant Enfin, je veux dire. Ok. Souvent, communiquer, c'est une bonne idée quand même, hein, avant de tuer des paladins drachéides, communiquons. Oui, surtout sur un troll qui me dit « Ah bah il te marche dessus, il t'écrase ». Bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Bref. Première mauvaise expérience de JDR. C'est pas grave, je me suis un petit peu en soi vengé parce que derrière, du coup, j'ai dit ok, c'est comme ça que tu veux faire maître du jeu, bah y a pas de souci. Et du coup, j'ai fait une partie de maître du jeu avec les mêmes joueurs que lui avait invité, sauf que nous, on s'est beaucoup plus amusé. Revanche. Et il était pas invité, lui, bien sûr. Bien sûr. Eh ben justement, toi, pour être un MJ qui est à l'écoute des besoins de ses joueurs, de ses joueuses, etc., est-ce que, en plus, tu es à distance, est-ce que tu as des petits outils ou des petites choses que tu mets en place, peut-être à la fin des sessions ou dans des temps où vous débriefez, pour savoir si ça se passe bien pour tout le monde? Alors, je le rappelle pas tout le temps à chaque table, mais on va dire que j'applique ce qu'on appelle la white card. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais il y a une scène qui met mal à l'aise un joueur, il faut qu'il le dise tout de suite, même si c'est en vocal ou même en privé, tout ça, il faut qu'il me le dise tout de suite. On met fin à la scène d'une manière autre et on passe à autre chose. Moi, je suis totalement pour cette pratique-là. J'ai vu une fois sur un Discord, sur lequel je ne suis plus d'ailleurs, qui m'avait un peu dégoûté, où c'était des darons entre eux qui faisaient du jeu de rôle, il y avait quelques jeunes et tout. Eux, ils étaient là en mode « Oh, la carte blanche est vraiment de la merde, c'est vraiment un truc de petite nature et tout, etc. » Je fais « Mec, non, si la personne est mal à l'aise parce que tu décris une scène un peu extrême, elle a le droit d'être mal à l'aise. » Moi, là-dessus, je comprends pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça. Je trouve que c'est très important de savoir. Déjà, c'est tes joueurs, c'est pas tes esclaves. C'est pas toi, le personnage principal. Tes MJ, tu les guides dans ton histoire, c'est tout. Ce que j'aime beaucoup appliquer à la fin du coup de la session, c'est faire un tour de table. Quel a été votre moment préféré, que ce soit eux ou non l'auteur de l'action. Et du coup, ça renforce un peu le lien entre les joueurs aussi, parce que du coup, ils vont se dire, moi j'ai adoré quand t'as fait ça, ah bah moi j'ai adoré quand toi t'as fait ça, plutôt que de se dire, ah bah moi j'ai adoré quand j'ai fait ça. Là, du coup, on peut avoir un syndrome du personnage principal qui commence à s'établir. Et c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir à rééquilibrer un petit peu la présence de certains joueurs ou certaines joueuses? Je pense que j'ai dû, alors je vais pas dire remettre à sa place, mais on va dire que j'ai dû rééquilibrer une seule fois, et c'était pas très grave encore, c'est juste parce que un des joueurs, en fait, involontairement, il coupait la parole, il parlait au-dessus des autres. À la fin de la session, avec l'autre personne concernée, on en a parlé, du coup on a été le voir en mode bon bah gars, ça allait pas trop, est-ce que la prochaine fois tu peux faire un peu plus attention? Et tout de suite il s'est excusé, il m'a fait ah putain je suis désolé, c'était pas du tout volontaire. Très bien, c'est pour ça aussi que je prends que des gens de confiance. Derrière je sais que l'entente, même en dehors du jeu, elle va très bien se passer. Petite question incontournable. J'espère que tu vas réussir à me sortir une histoire de plus parce qu'on a déjà eu droit à plusieurs anecdotes truculentes, mais au choix, ton meilleur souvenir en session, que ce soit joueur ou MJ, ou un truc dont tu serais vraiment extrêmement fier en tant que MJ? Attends, faut que je réfléchisse un petit peu là. Si, j'ai un truc, ça y est, ça m'est revenu tout de suite. Je vais reparler de notre groupe de jeux de rôle avec Cyril, Sylvain, Brian et moi-même. Si eux écoutent ça, ils reconnaîtront la scène que je vais mentionner. Année de terminale, vacances d'hiver ou vacances de Pâques, je sais plus exactement. Vendredi soir, veille de fin de semaine de JDR. Il est tard, je suis fatigué. La dernière session, c'est une nuit blanche. Il est minuit, 1h du mat, moi je suis claqué, j'y arrive pas, il faut me faire tenir. Et c'est le boss de fin, en plus face à nous. Il faut que je tienne. Sylvain dit « Mec, bois du jus d'orange !» Il me balance le litre de jus d'orange que je dégomme comme pas possible. Et pendant une fraction de seconde, vraiment en fait le fait de boire quelque chose de très frais, parce qu'en plus on était dans son appart, c'était sous les combles, il faisait chaud, humide en même temps, on était là, on n'en pouvait plus. Je me lance dans ma scène de jeu de rôle, je joue le personnage de Fror, un peu les espèces de nains géants que je t'ai décrit juste avant. Il s'appelle Fror l'immortel parce qu'à chaque fois qu'il était aux portes de la mort, il a survécu. Il a un marteau mortier, il actionne un levier, ça balance des missiles, donc c'est des boulets de canon qu'il envoie. Et vraiment, j'ai bu le jus d'orange et j'enchaîne les réussites épiques à ce moment-là face au boss, ce qui fait que la scène est génial dans nos têtes. On voit mon personnage de 3 mètres de haut balancer des énormes coups de marteau sur le boss. En fait, je décris en mode là, je lui mets un gros coup de marteau et là, il vole jusqu'à l'autre bout de la pièce. Et je fais et là, je cours vers lui. Alors, imaginez un nain qui court, mais un nain géant qui court, ça fait ch'tong, 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 ch'tong. Je cours vers lui, je le chope par la tête et je le rebalance de l'autre côté. Et du coup, c'est ce qui se fait parce que je refais une réussite épique. Et là, je mets mon mortier à côté de sa tête et je tire. Et là,
grosse explosion, le boss il est à ça de mourir, c'est pas moi qui le finis, mais le jus d'orange a fait son effet sur les dés, et ça c'est core memory, vraiment incroyable. Magnifique. Ah punaise, j'ai mal aux joues, sérieux, à force de, à force de sourire. Bon, bah écoute, la prochaine fois que je fais des double 1, ce qui m'arrive de temps en temps, je penserai jus d'orange, jus d'orange, jus d'orange. Si ça marche, je t'envoie un message. Le jus d'orange. Le jus. Arrêtez les potions de soins, buvez du jus d'orange. Dax, si je te tends un chaudron et que je te dis « Allez, viens avec moi, on va cuisiner ensemble la meilleure session de JDR », qu'est-ce que tu mets comme ingrédient dedans ? Qu'est-ce que je mets comme ingrédient dans le chaudron pour faire meilleure session de JDR ? Je pense que je mets des gens de confiance en tant que joueur, donc des personnes qu'on aime. Je pense que je mets un univers sur lequel je suis à l'aise. Et je pense que je mets un tout petit peu d'horreur, un tout petit peu d'occulte, vraiment léger pour dire de rendre le côté un peu dark de certains passages. Mais avant tout, je mets, je pense, de la bonne humeur, des musiques qui claquent, je mets des jolies idées pour que tout le monde puisse jouer avec. Et le principal, après, c'est de passer un bon moment ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas trop exploré le pourquoi du comment tu aimes l'horreur. Qu'est-ce que ça apporte pour toi dans les histoires que tu fais jouer ? Alors c'est terrible parce que quand j'étais plus jeune, je détestais ça, l'horreur. Pour moi, ça me terrifiait. Et c'est du jour au lendemain, j'ai fait « Bon, c'est bien l'horreur en fait, c'est sympa ». Alors je suis pas très slasher, je suis pas très body horror, tout ça en fait. Hein. J'ai plus aimé l'horreur psy, j'ai plus aimé... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup par exemple Shining. En série, je vais dire Hunting of Blind Manor. Incroyable série. Donc en fait j'aime beaucoup cette horreur en fait qui va te faire poser des questions et qui va te faire aller sur internet de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai raté. Et aussi 2 de mes films d'horreur préférés, c'est le même réalisateur, mais Hereditary et Midsommar. C'est Ari Aster. Hereditary, je trouve que c'est un bon film d'horreur en mode il arrive à te surprendre alors que tu pensais ne pas pouvoir être plus surpris que ça. Attention au trigger warning, si on a des enfants, faut éviter de regarder le film. Voilà. Ok. Par contre Midsommar, incroyable parce que c'est de l'horreur mais que de jour. Et ça m'a mis une claque la première fois où je l'ai vu. J'ai fait comment un film peut me faire peur alors qu'il fait grand soleil à l'écran. Comment c'est possible ? C'est le talent. Et oui, mais ça marche trop bien parce que nous, on dit l'horreur, on fait figure cachée dans le noir, on pense à Scream, on pense à Halloween, tout ça. Et du coup, en fait, c'est ce genre de film-là, ça m'a donné envie de me refaire toutes les filmographies. Forcément, John Carpenter avec Halloween, Vendredi 13, tout ça. Je me suis fait tous les grands classiques. Et je me suis dit, il y a un truc à bosser, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Et c'est pour ça que je me suis un peu plus aventuré sur Lovecraft, là où ça m'intéressait plus avec le pourquoi ça arrive, comment, c'est pas expliqué, mais j'ai envie de savoir, et c'est ce genre d'horreur qui m'attire, c'est l'inconnu qu'on ne peut pas savoir en fait, vraiment, t'auras beau chercher, tu trouveras jamais, et ça m'intéresse beaucoup. Tu m'as déjà donné plusieurs recos de films, de séries, mais est-ce qu'il y a encore une œuvre qui te tient particulièrement à cœur et que t'aimerais partager ? Là, récemment, ce que je pourrais recommander, c'est la série animée de Critical Role, donc Legend of Vox Machina et The Mighty Nine, qui sont adaptés des premières campagnes de jeux de rôle de Critical Role par Matthew Mercer. Ils ont adapté ça en série animée qui est juste, mais il faut regarder. En fait, je trouve que la série, c'est un bon exemple de se dire, regardez, on a fait du jeu de rôle, maintenant on fait une série animée qui rapporte des millions. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça contre... Qu'est-ce que vous allez dire, hein, on est des geeks là dans notre cave à lancer des dés, et maintenant on gagne des millions, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon après, attention, ils ont lancé leur campagne Critical Role, là, c'est tous des acteurs de voix... qui travaillent à Hollywood, qui ont des maisons à Los Angeles, donc on va pas les plaindre non plus, mais Rocco, je pense, ouais, la série Vox Machina et Mighty Nine qui est incroyable. Moi, après, là où par contre je m'émancipe, où je me prends des tunnels monstrueux, c'est Warhammer 40 000. Je mentionne très peu Warhammer 40 000 dans mon travail actuel parce que j'ai pas encore l'occasion de travailler dessus, mais le jour où je peux faire du Warhammer 40 000 et le jour où je propose du Warhammer 40 000 sur 1000 et une campagnes, je pense que là, je vais me régaler. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite à 1000 et une campagnes, d'en arriver au moment où le tunnel devient une campagne et où tu partageras ton hyper-focus avec les spectateurs et les spectatrices. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui aurait envie de se lancer dans le JDR, que ce soit en tant que joueuse, joueur ou en tant que MJ, mais qui serait encore un peu frileux ? Meilleure façon de se lancer pour le moment, c'est peut-être pourquoi pas regarder des séries adaptées de jeux de rôle, donc encore une fois Critical Role, Mighty Nine, tout ça, voir si déjà l'ambiance intéresse, parce qu'ils reprennent, je vais pas dire image par image, mais ils reprennent vraiment scène par scène qu'ils adaptent en animation, donc ça donne un petit avant-goût.
Et sinon, quelque chose de plus posé, les livres dont vous êtes le héros, c'est un très bon début aussi. Ça met dans une ambiance où il faut faire des choix et que tes choix auront forcément des conséquences. Et ensuite, pourquoi pas passer au niveau supérieur, découvrir ça sous forme de jeux vidéo, avec des jeux au tour par tour, tels que Baldur's Gate, encore une fois, Baldur's Gate 3. Des trucs comme ça marche bien. Après, pourquoi pas aussi des séries audio, Donjon Nullbuck, Reflet d'Acide, ça marche aussi très très bien ça. Et une fois qu'on est un peu installé, qu'on se dit « Ok, je suis prêt à me lancer », mais qu'on n'ose pas franchir le pas d'aller jouer, commencer à regarder des gens qui jouent, aller voir chez les actuels plays, savoir quel univers nous intéresse, est-ce qu'on préfère aller dans de l'horreur, du coup on va aller regarder un JDR sur Cthulhu, ou alors on veut quelque chose de plus doux, de plus chill, on va regarder dans du Donjons et Dragons, ou même un one-shot, vraiment, on commence là-dessus. Et une fois qu'on s'est dit, ok, ça m'inspire, j'ai envie de le faire, là, il y a des communautés sur Internet qui sont très respectueuses. Pas tous, attention, faut pas, voilà, ne faites pas toujours confiance aux gens sur Internet. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, bien sûr. Regardez, il y a souvent des regroupements dans vos villes. On n'y pense pas, mais il faut demander si, voilà, des jeux, des barrages, tout ça qu'ils proposent. C'est là où on fait des bonnes rencontres et du coup, on s'amuse et qu'on découvre, on fait ses premières expériences. Il faut faire un premier pas, c'est sûr, il faut se forcer un petit peu, mais on peut y aller en douceur en commençant étape par étape. Dax, est-ce que tu peux me dire pourquoi, selon toi, le JDR, c'est l'une, si ce n'est la meilleure activité du monde ? Pourquoi le JDR, c'est la meilleure activité du monde ? J'ai envie de dire parce que, mais c'est trop facile comme réponse. C'est la meilleure activité du monde parce que ça permet d'approfondir sa créativité, ça permet, encore une fois, je vais redire la fameuse porte, ça permet de voyager, ça permet de découvrir des nouvelles choses, et ça permet aussi de nous derrière, et là je vais peut-être mentionner plus l'IA, mais de se créer un imaginaire sans être pollué par de l'IA, des choses nouvelles qui veulent nous retirer, pas notre liberté, mais en quelque sorte. Hein. Le JDR, c'est fait pour ça, c'est avant tout fait pour créer de l'émotion, créer des sensations et surtout pour réunir les gens. J'ai envie de te remercier beaucoup pour cette discussion qui était hyper riche. Merci à toi, c'était incroyable, ça a permis de me libérer plein de bons souvenirs, là, c'était trop cool. Avec plaisir, moi je repars avec des douleurs toujours pareilles, aux zygomatiques, mais c'est signe d'un bon moment. On te retrouve sur Twitch pour suivre les aventures de tes joueurs, de tes joueuses dans 1001 campagnes. Tu streams quel jour ? Je stream, on va dire, de façon hebdomadaire, donc c'est un peu chaque semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Et c'est très souvent entre 14h et 17h où on fait du jeu vidéo. Le vendredi, on fait de la peinture sur Warhammer. Et un samedi par mois, on fait une session de jeu de rôle. Et on te retrouve aussi sur Instagram si on veut suivre l'actualité de l'émission, tes projets en cours. Le nom du compte, c'est 1001 campagnes. Et si on veut te soutenir, je crois que j'ai vu traîner un Ko-fi ou quelque chose. Exactement, il y a le Ko-fi, donc du coup de 1001 campagnes, avec du coup très bientôt des contreparties, notamment réalisées en crochet. Et peut-être que l'un de tes joueurs comme ça pourra avoir un chouette micro pour... Oui, j'aimerais. On lui souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et surtout d'en parler autour de vous. C'est encore le moyen le plus efficace de faire connaître un podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Instagram @lefeudesracines ou encore sur le site internet lefeudesracines.fr. J'y mets d'ailleurs de petits articles de blog pour chaque épisode. Et si vous êtes vous-même joueur, joueuse ou MJ et que vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez m'écrire à lefeudesracines@proton.me ou directement via le site internet. D'ici là, jouez parce que c'est vraiment tout ce qui compte et à bientôt pour le prochain épisode. J'ai du mal j'arrive plus à parler, ça y est, ça fait 1h30 là. 1h49 même, on était 1h49. Let's go.